Nadine Ledely is an independent researcher and the president and founder of the Celtic Circle of Nouméa, a cultural organization dedicated to promoting and preserving Celtic tradition in New Caledonia. She has played an essential role in the revival of Breton culture in Nouméa, organizing events such as the first festival Nose. She engaged in Celtic culture upon returning to New Caledonia in 2009. She founded the Celtic Circle in 2010 so that she could promote Celtic culture with traditional dance lessons and music. Moreover, Nadine Ledely is a recognized specialist in Celtic culture in New Caledonia, writing articles and research on the state, raising awareness of their legacy through the club's website. For this conference, Nadine Ledely will present her research on the Breton presence in New Caledonia. The presentation outlines the history of Breton migration in New Caledonia, of the mariners who arrived in the 18th century, their limited settlement, and the evolution of their community to the present day, while exploring how they are perceived by other Caledonians. Bonjour, merci de votre présence déjà. Donc, on m'a demandé de m'attaquer à un sujet un peu vaste, on va dire. Donc, je vais essayer de résumer, d'aller assez vite. Donc, j'ai parlé de la présence bretonne en Nouvelle-Calédonie depuis les premiers arrivants, en fait. Parce que les premiers, là, au niveau de la rencontre, les premiers arrivants européens, enfin, il y avait pas mal de Bretons déjà qui étaient marins, en fait, par la marine. Je vais déjà commencer par définir ce que veut dire être breton. C'est déjà un premier point. Donc, être breton en France, donc au XIXe siècle, signifie être natif des 5 départements, je dis bien 5 départements de la Bretagne historique. Au XXe siècle, ça a évolué dans le sens où, avec l'émigration, on n'est plus forcément natif de Bretagne. On peut être natif des lieux d'émigration, à savoir le Havre, Paris, et après l'Amérique du Nord, enfin tous les lieux où les Bretons ont immigré et continuent à se reconnaître comme Bretons. Voilà. Donc, je fais cette distinction parce qu'en fait, en Nouvelle-Calédonie, être breton, c'est un peu différent. C'est en discutant avec les gens qui s'intéressaient à la Bretagne, qui me disaient avoir des Bretons dans leur famille, parmi leurs ancêtres. Et je me suis aperçue, donc, qu'en Nouvelle-Calédonie, le fait d'être breton n'est pas forcément être natif de Bretagne. Ça recouvrait finalement le quart nord-ouest de la France. Par exemple, un exemple, il y a un marin qui s'appelait Joseph Chantreau, qui, selon la légende, serait l'ancêtre d'un quart de l'île de Marais, des gens de l'île de Marais. Alors je dis bien la légende, parce qu'on n'a pas vérifié. C'est un marin qui est arrivé donc en 1875 par le Bossuet, qui était marin au long cours et qui est arrivé en Nouvelle-Calédonie donc pour se marier à Marais avec une indigène de Marais. Et ce marin, donc Joseph Chantreau, n'était en fait pas du tout originaire de Bretagne, il venait de Vendée. Un autre exemple, on a beaucoup parlé dernièrement du bagne, et notamment du bagne au niveau de ce que ça recouvrait au niveau des Mélanésiens. Et on a beaucoup parlé sur l'exposition, la dernière exposition qui a eu lieu d'un certain Léon Genet qu'on appelait le Breton Kanak. Alors lui-même se nomme le Kanak breton et c'est apparemment dans sa famille on se définit aussi comme breton, sauf que le fameux Léon Genet en question était originaire de la région de Rouen et que quand on remonte les origines de sa famille, en gros, sa famille n'a jamais mis vraiment les pieds en Bretagne. Donc voilà, et je pourrais citer tout un tas d'exemples comme ça, aussi bien, on parle de Normandie, ça pourrait être la Mayenne, la Sarthe, enfin tout, je vous dis, le quart nord-ouest de la France. Voilà, donc ça c'était pour expliquer ce que veut dire breton déjà en Nouvelle-Calédonie. Alors, donc, je vais
je vais diviser cette présentation en 3 parties. Donc, la première partie, on va commencer par les vagues d'immigration en Nouvelle-Calédonie depuis le début, en gros, depuis le milieu du 19e siècle. On va vite zapper sur la Pérouse, les recherches après par d'Entrecasteaux. On sait, on a le musée maritime pour vérifier que tous les équipages qui sont arrivés pour rechercher le navire de la Pérouse étaient à 100% bretons, quasiment. Donc ça, on va passer là-dessus. Voilà. Mais disons qu'à partir de ce moment-là, à partir de la deuxième moitié du 19e siècle, il y a des vagues continues donc d'Européens qui commencent à arriver, dont dès le début des marins bretons surtout. Donc ça sera la première partie, les vagues d'émigration. Ensuite, on verra les particularités de la communauté bretonne en Nouvelle-Calédonie, parce qu'il y a quand même des particularités récurrentes. Et après, on verra ce que en Calédonie, ce que généralement on s'est approprié au niveau de tout ce qui est culture bretonne. Il y a un certain nombre de points aussi qui reviennent. Alors, au niveau des vagues d'immigration, donc, comme je le disais, on va passer tout ce qui est avant, on va dire, la colonisation. On va aussi zapper sur tout ce qui est baleinier et santalier, étant donné que c'était plutôt l'apanage de la marine britannique, des anglo-saxons, et on ne trouve pas particulièrement... Personnellement, moi, je n'ai pas trouvé vraiment de baleiniers ou de santaliers bretons dans les archives. Alors, on va quand même parler de Théophile Frouin, donc la famille Frouin de Coumac, qui était le frère du Frouin, qui est arrivé, lui, comme marin de l'Aventure, et qui était donc chirurgien sur un baleinier appelé l'Espadon. Ceci dit, ce Frouin en question, à ma connaissance, n'a pas vraiment mis les pieds en Calédonie. Ils étaient de la même famille, du même village en Bretagne, mais voilà. Donc, on va parler d'abord du rôle important de la marine française pour justement cette émigration bretonne, parce que le creuset de la marine française, enfin le recrutement principal, ça se passait en Bretagne. Le marin breton, ça n'est pas une légende, c'est vraiment une réalité, et donc l'armée française était le pourvoyeur principal depuis très longtemps. Il y a eu la Compagnie des Indes à l'Orient d'abord, et puis et ensuite il y a eu les ports de l'Orient, le port de Brest, enfin bref, la marine française recrutait quasiment essentiellement à cette époque en Bretagne. Donc parmi ces Bretons, au début de la colonisation, donc, il y a eu un besoin de recruter, de recruter et de mettre des colons en Nouvelle-Calédonie, et à partir donc de la prise de possession de 1853, et là les premiers en fait qui se trouvaient sur place, ça a été ceux qui étaient là, c'est-à-dire les marins, qu'on a demandé à qui on a proposé de se démobiliser et de s'installer comme colons. Alors justement, donc dans ces premières familles, j'ai cité la famille Frouin j'ai l'ancêtre Frouin qui arrivait par l'aventure. Il était avec un compagnon comme le Lézour, donc le Lézour, une famille qui est aussi connue ici en Nouvelle-Calédonie. Et donc voilà, donc ça a été parmi les premiers noms qu'on peut citer. Bon, il y en a d'autres, je ne vais pas tous les citer. Voilà. Et donc, en fait, il faut dire aussi que la plupart des bateaux au XIXe siècle partaient de Brest. Donc ça, c'est important parce que, en fait, le port de Brest a pris la prééminence de l'Orient
à partir de 1853, quand la Compagnie des Indes était avait quasiment disparu, la Compagnie des Indes qui était basée à Lorient, et donc la marine a commencé à se mettre, en Bretagne, hein, je parle, à s'installer sur Brest. Ensuite, à Brest, qu'est-ce qu'il y avait à partir de 1854 aussi, Napoléon III avait décidé que le port de Brest deviendrait un port de commerce. C'est pour ça qu'en fait, à partir de cette époque, la plupart des vaisseaux de commerce partaient de Brest. Avant, la flotte de Napoléon III, c'était de la marine militaire, mais en fait, à partir des années 1860, et surtout 1870, quand le port a été fini d'être construit. Donc, énormément de bateaux de commerce sont partis de Brest. Alors, ce qui fait que, il y a d'abord eu les marins qui se sont installés. Quelques marins, hein, on parle vraiment de quelques dizaines. Hein. Il faut voir que en Calédonie, à l'époque, en 1850, 1860, c'était quasiment vide. La ville de Nouméa, en 1855, il n'y avait pas plus d'une centaine d'habitants. Enfin je grossis le trait, mais c'était à peu près ça. Donc voilà, donc ça c'était les marins démobilisés, bretons. Ensuite, donc, parmi ces marins, il y avait les marins démobilisés, mais il y avait aussi les administrateurs. Les administrateurs, donc, on trouvait beaucoup qui étaient, pareil, d'origine bretonne, parce que recrutés dans la marine, donc dont le gouverneur Guillain, par exemple, ou justement celui qui a été à l'origine de la construction de la ville de Nouméa, parce que, à l'époque de la prise de possession, je rappelle quand même que la Nouvelle-Calédonie était dirigée depuis Tahiti. Et donc, on avait envoyé un administrateur pour commencer à construire le fort Constantine, donc au niveau de la ville de Port-de-France qui deviendra Nouméa. Et c'était un certain Testard qui était lui aussi d'origine bretonne et qui a, pendant les 2 ou 3 premières années où il était là, vraiment mis les fondations de Nouméa. Ensuite, il y a eu entre les marins, les administrateurs. On parle aussi au niveau de la marine, l'importance des officiers de santé. Parce qu'à l'époque, pareil, il y avait à Brest l'école de santé navale qui formait donc des personnels de santé, et ces personnels de santé étaient aussi sur les bateaux de la marine. Et donc, il y a eu tout un courant d'officiers de santé bretons qui sortaient de l'école navale de Brest ou d'autres écoles, mais qui partaient de Brest. Et parmi eux, on cite par exemple le docteur Guégan et le docteur Lescourt, qui sont quand même connus dans l'histoire calédonienne. Moins connu peut-être, il y avait aussi Victor Coudelou, qui a été le premier maire non élu de Nouméa dès 1859. Donc Victor Coudelou, qui a été maire très, très rapidement, mais qui était à l'origine le premier pharmacien de la ville de Nouméa et qui était originaire de Rennes. Voilà. Donc, donc cette diapositive montre l'importance de la marine jusqu'à aujourd'hui. Enfin, quand je dis jusqu'à aujourd'hui, même jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, jusqu'à ces très récentes années, avec cette coupure trouvée dans la France australe, où on parle d'un équipage breton à 100%. Enfin c'était quelque chose d'assez récurrent. Voilà. Donc là-bas, j'ai mis le mémorial donc à Huon de Kermadec avec un de ses ancêtres, un de ses descendants, parce qu'il faut aussi dire qu'il y a pas mal de descendants qui viennent encore visiter le monument. Donc il y en a eu encore un l'année dernière. Ça, je vous le dis en tant que généalogiste, mais il y a encore des gens qui viennent visiter ce monument et malheureusement, quand ils arrivent sur place, on ne leur propose pas grand-chose, quoi. Surtout qu'actuellement, le monument est recouvert
est recouvert à marée haute, on ne voit plus rien, donc en général ils repartent assez déçus. Enfin ça c'était pour l'anecdote sur le tourisme calédonien. Ensuite, le deuxième grand courant, après les marins, le deuxième grand courant de Bretons qui ont beaucoup voyagé, qui sont beaucoup venus en Calédonie. Alors, on a déjà eu justement la présentation de M. Barbet ce matin, qui parlait de l'importance du courant missionnaire. Alors, évidemment, le missionnaire breton, ce n'est pas non plus une image d'Épinal, hein, c'est une réalité. En Nouvelle-Calédonie, donc, on se rappelle surtout de la présence des pères maristes, dont la présence remonterait à 1837 dans le Pacifique. Et donc, pour vous donner une idée de l'importance numérique de ces prêtres présents, entre 1841 et 1870, il y a eu 129 missionnaires bretons, ce qui fait 23% de maristes dans tout le total des maristes français qui ont été envoyés donc, dans le Pacifique. Et 31 se sont vraiment implantés en Nouvelle-Calédonie. Alors on se souvient, bon, bien sûr, il y a eu le père Luneau, hein, la figure de légende, mais on a eu aussi plus près de chez nous le père Pierre Leroy. Je ne sais pas si des gens se rappellent du père Leroy dans le Nord avec son bateau Steredenvor qui allait aider les populations. Le père du Rumain, le père François Querdron. Et voilà. Donc tout ça pour vous dire que le père mariste breton, c'est aussi une espèce de figure tutélaire en Calédonie. Le père Oreilly on a beaucoup parlé, hein. Donc moi j'ai réussi à retrouver pas mal d'informations justement grâce au père Oreilly. Mais à part les pères maristes aussi, on va quand même parler du rôle des sœurs missionnaires, très important en Nouvelle-Calédonie. Et donc, on va parler des trois ordres principaux qui se sont installés en Nouvelle-Calédonie et dont il y avait pas mal de sœurs bretonnes, même si les mouvements au départ n'étaient pas des mouvements bretons. Alors, on parle déjà des sœurs missionnaires de la Société de Marie. Les sœurs de Marie sont présentes en Nouvelle-Calédonie depuis 1858. Et les sœurs missionnaires les sœurs missionnaires bretonnes arrivent un peu plus tard, à la fin du 19e siècle. Alors pourquoi ? Parce que tout simplement, un noviciat avait été ouvert à Saint-Brieuc en 1881 et donc ça a permis à des sœurs bretonnes après de partir voyager. Ensuite, nous avons les sœurs de Saint-Joseph de Cluny, dont les premières arrivées en Nouvelle-Calédonie datent de 1860. Et donc, les sœurs de Saint-Joseph de Cluny étaient en fait la principale congrégation de sœurs bretonnes, même si la fondation n'avait pas du tout été créée par des Bretons, créé par la mère Javoué, qui était, je crois, des Côtes d'Or, quelque chose comme ça. Mais en fait, la mère Javoué avait décidé de prendre Brest comme capitale, en fait, pour pouvoir justement envoyer les sœurs missionnaires depuis le point où partaient tous les bateaux. Donc elle s'installe à Brest, ouvre un noviciat et peut-être on se souvient ici de sœur Marie-Othilde, de son nom Marie Raguenès, qui était native de Plouzané dans le Finistère et qui a été donc mère supérieure générale des sœurs de Saint-Joseph de Cluny entre 1919 et 1928. Et qui a passé 25 ans de sa vie en Nouvelle-Calédonie, avant au service alors des femmes déportées, des écoles. D'ailleurs, les sœurs se sont énormément occupées d'éducation. Elles ont eu un rôle énorme au niveau de l'éducation. Et donc, cette sœur Marie-Othilde a été rappelée à la maison mère et elle est devenue supérieure générale en rentrant en France. Ensuite, on va parler aussi de
les petites sœurs des pauvres. Alors les petites sœurs des pauvres, en fait, qui étaient en Nouvelle-Calédonie, n'étaient pas spécialement bretonnes, mais par contre, le mouvement a été créé par Jeanne Jugan, qui était native de Cancale et qui est devenue ici une figure. Une légende, quoi, hein, on en parle. Elle est vénérée, par pas mal de monde. Donc voilà. Ensuite, on va parler de le troisième courant concernant les Bretons. Passe par les courants de colons libres et par la colonisation pénale. Alors, je vais commencer par la colonisation libre. Et je voudrais je voudrais quand même redresser un petit peu la vérité sur ce qui a été dit concernant une émigration collective dans les années 70, enfin exactement en 1872-73. Qui a donné lieu à une exposition dans les années 2000 où il y aurait eu 400 familles, 371, je redresserai les chiffres après, qui auraient immigré donc en Nouvelle-Calédonie et qu'on aurait envoyé à Gomène. Des familles essentiellement bretonnes de la région de Brest. Alors, pourquoi ? Bon, c'est à moitié vrai, c'est vrai. C'est vrai qu'à l'époque, donc dans les années environ 1871, il y avait un affairiste appelé André Marchand, bien connu ici notamment pour la faillite de la Banque Marchand, enfin, pour tout ce qu'il a fait entre 1870 et 1880, donc justement cette faillite de la Banque Marchand. Et entre autres, il avait acheté des propriétés dans la région de Gomène, du côté du Cap des Verdes, par là vers Théoudier, et il s'est dit je vais mettre des colons là-bas. Alors son premier projet au départ, c'était mettre des Chinois et des Indiens qui seraient plus ou moins plutôt plus que moins contrôlés par des Européens, en l'occurrence des Alsaciens-Lorrains, puisqu'il y avait eu la guerre de 1870, et donc des gens avaient fui de la Prusse, enfin bon, voilà. Et donc, ils voulaient envoyer tout ce monde à Gomène, sauf que ça ne s'est pas très très bien passé, et donc en fait tout ce qu'il a pu trouver, enfin le rabatteur qui était chargé d'envoyer ces gens du côté de Gomène s'est retrouvé à Brest, parce que toujours pareil, pourquoi Brest ? Parce que c'est là que partaient les bateaux, donc il s'est retrouvé à Brest et il a arpenté le port de Brest, ses faubourgs, Rélec-Kerhuon, enfin tout l'environnement, et il a recruté des familles bretonnes qui étaient très pauvres à l'époque et qui se sont dit, après tout, pourquoi pas. Je rappelle pourquoi l'immigration bretonne, hein, c'est comme pour les Irlandais, extrêmement de pauvreté, et donc la volonté de vouloir partir ailleurs vers un avenir meilleur. Et donc ce rabatteur se retrouve avec un certain nombre de familles bretonnes qui veulent effectivement partir vers la Nouvelle-Calédonie. Et donc ce chiffre de 371 qu'on voit un peu partout, 371 familles qui seraient venues, en fait c'est un chiffre qu'on voit sur effectivement une pétition qui a été écrite par ces familles bretonnes, qui disait que elles étaient 371 familles à avoir l'intention de vouloir venir en Nouvelle-Calédonie. Mais on ne sait pas du tout si elles sont arrivées. Alors, pourquoi ne sait-on pas si elles sont arrivées ? Tout simplement parce que au départ, il y avait 3 bateaux affrétés. À ma connaissance, on ne connaît que les passagers d'un seul bateau, qui est le Cher, donc qui a fait l'objet d'une excellente publication de la Société d'études historiques de Nouvelle-Calédonie par Benoît Delvinquier.
Et dans ces passagers du Cher, en fait, on en recense à peu près 80-90. Bon, en faisant mes propres recherches généalogiques, bon, j'ai vu qu'il y avait un deuxième bateau qui s'appelait le Sumro, qui était effectivement arrivé à Nouméa. Moi, je n'ai pas personnellement eu la liste des passagers. Je crois qu'on continue à la chercher. Bon, je crois qu'on continue à la chercher. Je vais être obligée je vais être obligée d'aller plus vite. Et donc, en fait, voilà, on ne sait pas du tout. Le troisième bateau, le Saint-Marc, on ne sait pas du tout qui y avait dessus. Voilà. Bon, il y a eu très peu, en fait. Tout ça pour dire que parmi cette expédition, cet envoi collectif de Bretons, c'est la seule expérience d'immigration collective. Et qu'on connaisse, pour en Calédonie, en général, l'immigration des Bretons se fait de manière individuelle. Voilà. Alors, quand même, un mot pour dire que ce ne sont pas des immigrations définitives, puisque, justement, parmi les passagers du Cher, la plupart sont repartis et sont revenus à Brest dans les années qui ont suivi, ou sont morts. Et bon, des familles qui ont réussi à résister, qui ont été identifiés. Il y a la famille Sillan, donc la famille Sillan qui a encore des descendants sur le territoire. Bon, il y a la famille Natoli qui est peut-être, je dis bien peut-être parce que je n'ai pas encore la vérification, arrivée par le Sumro, mais Natoli qui a donc donné des descendants, qui a pas mal de descendants sur le territoire. Et puis pour le Saint-Marc, donc on ne sait rien. Sinon, donc l'immigration bretonne libre, c'est un mouvement totalement individuel, on va dire. Donc comme le reste des immigrants français. Ça, c'est pour la colonisation libre. Alors bon, je pense que je vais m'arrêter après la colonisation pénale. Sauf que la colonisation pénale, pour dire qu'il y avait un gros pourcentage. Alors ça, c'est une étude qui est faite par Monsieur Barbantion, une excellente étude, où notamment l'archipel des Forçats, où on s'aperçoit quand même que les migrants, les bagnards bretons formaient une bonne proportion des bagnards en Nouvelle-Calédonie. Alors pourquoi ? Tout simplement pour la présence du bagne de Brest, qui a été fermé seulement en 1858. Et donc il y a pas mal d'anecdotes. Je vous invite à lire ce livre. On parle pas mal de ces bagnards bretons, non seulement l'Iphigénie, mais tout ce qui s'ensuit. Et une petite parenthèse quand même sur les communards. Alors bon, chez les communards bretons, en fait, ils sont tous rentrés. Tout le monde est rentré en métropole au moment de l'amnistie. Bon, on a beaucoup parlé de Louise Michel, qui n'est pas bretonne, mais par contre, Nathalie Lemel était aussi une grande figure de la commune, est passée par la Nouvelle-Calédonie et a fait aussi l'objet, par exemple, d'un excellent roman de Frédéric Hollen, que je vous invite aussi à lire. Et qui est décédé dans la région parisienne à l'âge de 89 ans, après une vie bien remplie. Voilà, alors tout ça pour vous dire. Alors j'allais passer donc aux particularités de la communauté bretonne, mais je ne sais pas si j'ai le temps. Non, on va arrêter là. Non, c'est bon. Non, tant pis. Ça fera l'objet. Ça fera l'objet. Ouais. Bon, dommage. Non, bon. Voilà. Désolée, je n'ai pas pu aller jusqu'au bout.